bien. Herman? Ma question aujourd'hui, c'est une question que j'aurais posée à tout responsable politique du RHDP. À quand le dialogue politique entre opposition et gouvernement? Je ne parle pas d'opposition et RHDP où on voit des têtes du gouvernement. Ou alors, j'aurais pu compléter en disant tout simplement, est-ce qu'au sein du Conseil des ministres, vous évoquiez justement cette éventualité d'un dialogue entre l'opposition et le gouvernement? Au Conseil de gouvernement, on évoque les questions techniques, mais également des questions politiques. Le gouvernement et le gouvernement, on ne fait pas de conseil spécifiquement sur des questions politiques, parce qu'un gouvernement, c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un gouvernement du RHDP. Et il peut se faire que des ministres ne soient pas RHDP. Donc, ceci dit, donc, pour répondre à sa question, il y a toujours eu du dialogue entre le gouvernement et l'opposition en Côte d'Ivoire. Maintenant, un dialogue, comme tout sujet, il faut s'entendre sur l'ordre du jour, de quoi on veut discuter, et qu'est-ce qui justifie qu'on en discute. Si l'on veut faire aujourd'hui un dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement, c'est pour discuter de quoi? Mais le préalable du gouvernement, ce que j'entends, à mon humble niveau, c'est qu'on dit par exemple, il faut par exemple faire une RLE ou pas. Pour moi, ce n'est pas une question qui ressort du gouvernement. Ça peut se discuter entre partis. Naturellement, si tous les partis, tous les acteurs disent bon, on veut ça, le gouvernement, certainement, va s'aligner. Mais le gouvernement ne va pas régler les questions de droit, des questions qui sont soit devant les tribunaux ou qui sont susceptibles d'être réglées par des tribunaux. Le gouvernement ne peut pas faire un dialogue pour en discuter. Que les partis politiques discutent, et le RHDP, à ma connaissance, est ouvert à la discussion. Et après, on verra. Très bien. Daouda? Monsieur le ministre, vous êtes cadre RHDP. Oui. Je pense que le RHDP doit être fier aujourd'hui. Moi non plus, j'étais fier. Oui, vous êtes surtout très fier d'avoir écarté M. Tidiane Thiam, d'avoir écarté M. Gbagbo Laurent. Parce que là, vous êtes ouvert un boulevard. Non. Là, vous roulez. On a écarté personne. Non, franchement. Vous êtes en roue libre. Hein. Allez-y, monsieur le ministre. Entre nous, on a écarté personne d'abord. Deuxièmement, quand on a une personnalité comme Alassane Ouattara comme candidat, regarde son profil, son parcours et surtout son bilan à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a besoin vraiment d'écarter quelqu'un? Maintenant, chacun est responsable de ce qu'il fait. Les candidats se préparent à leur façon. Nous n'allons pas nous mettre à la place des tribunaux. Nous n'avons écarté personne. Mais vous... Parce que, en fait, ce que je me dis aujourd'hui, pourquoi je suis fier de mon parti et je suis confiant que mon candidat va gagner, c'est que nous avons une chance en Côte d'Ivoire aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années derrière. Tous les prétendants sérieux ont déjà géré le pays. Ça veut dire quoi? Les prétendants sérieux ont déjà géré le pays? Oui. Qui sont les principaux partis de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il y a le RHDP, il y a le PDCI, RDA, il y a le PPACI. Il y en a d'autres, hein? Je dis les principaux partis, tout le monde le dit. Tous ont déjà géré le pays. Il fut un moment où les candidats d'opposition n'avaient jamais géré le pays, ils pouvaient tout promettre. Ils pouvaient dire, oui, tout ce qu'ils font, c'est pas bon, nous, on peut faire ça, on peut faire ça. Tout le monde a déjà géré. On a vu les résultats. C'est pour ça que nous disons, nous sommes très confiants. Maintenant, pas parce qu'on est confiant, parce que si on va jusqu'au bout de la logique, n'importe qui peut être candidat à la présidence en Côte d'Ivoire, même s'il n'a pas respecté les règles. Si on va jusqu'au bout de la logique, on dit voici la loi, voilà ce qu'il faut faire. On ne fait pas ça. On dit il faut faire une séance spéciale pour moi. Donc demain, quelqu'un, si l'âge minimum c'est quoi? 35 ans. Si demain quelqu'un a 34 ans et qu'il doit avoir 35 ans le lendemain du 25 octobre, il peut dire mais écoutez, je suis un jour prêt. En 2010, on a fait ce même arrangement pour que tout le monde puisse participer à l'élection présidentielle. Tout le monde était d'accord. 2010, qu'est-ce qu'il y avait? Quel arrangement nous avons fait en 2010? En 2010, il y a eu des accords de Lomé, Pretoria et autres pour permettre à ce que le président de la... Ce ne sont pas ces accords qui ont qualifié les gens. L'accord de Marcoussis. Ce ne sont pas ces accords qui ont qualifié les gens. En tout cas, notre candidat n'a pas été qualifié parce qu'il y a eu cet accord-là. Mais il y a eu quand même cette dérogation spéciale. Non. Il y avait une injustice flagrante commise à son égard. Voyez-vous, en 2000, si on retourne en 2000,
il a été écarté pour les raisons que nous savons, à la présidentielle. Mais il n'a même pas pu être autorisé à être candidat pour être député. Est-ce que ce n'est pas la même injustice que vivent aujourd'hui Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam et Chablé Goudé? Pas pareil. Puisque les différents prétendants, moi j'ai participé au forum de réconciliation en 2001. Le président Gbagbo a dit clairement, lors du forum, que cet article-là qui a écarté Ouattara en 2000 avait été fait pour l'écarter. Il a dit lui-même. Il a dit lui-même. Comme aujourd'hui, l'article évoqué pour l'article 48. Il date de Fouad-Boigny. Écarte aussi mais cet article date de Fouad-Boigny. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Une loi, parce qu'elle n'a pas été, jamais été appliquée, donc on ne l'applique pas. On dit le vol interdit. Comme on n'a jamais condamné quelqu'un pour le vol, moi je dis j'ai volé. Alors pourquoi on n'a pas condamné ceux qui ont volé avant moi? Non. Très bien. C'est lui qu'on l'a pris dans le sac. Alors, vous parliez de promesses tantôt. Oui. En votre qualité de président du conseil régional du Ouagadougou, mais également en votre qualité de coordonnateur principal de votre parti dans cette grande région du pays, quels sont vos faits d'âme? Qu'avez-vous apporté en termes d'amélioration des conditions de vie des populations dans le Ouagadougou pour que ces populations puissent opter pour votre candidat dont vous vantez tant les mérites? Très bonne question. C'est très bien de la poser aux habitants de l'Ouagadougou et vous répondrez sans Mais comme vous êtes là, vous les représentez. Je vais y répondre. Qu'avez-vous fait? Vous savez, moi j'appartiens à un parti, le RHDP. Le RHDP, quand il vous envoie en mission, vous donne des consignes. Et dans le Ouagadougou, moi je suis arrivé à la tête du Ouagadougou en 2013, je dirais un peu au lendemain de la grande crise qui a affecté notre pays. Et le Ouagadougou, comme d'autres régions, toutes les régions du Nord, qu'on appelait avant les CNO, a beaucoup souffert de cette crise. Pas d'administration, l'école désorganisée, toutes les infrastructures dégradées. Quand j'arrivais dans le Ouagadougou, nous avons 12 sous-préfectures, y compris Séguéla et Kani. En dehors de Séguéla et Kani, nous avons 10 sous-préfectures. Seulement 2 d'entre elles avaient des collèges. Vous voyez? Les enfants de 6 ans, l'école étant devenue obligatoire, devaient marcher le matin 4 km pour aller à l'école primaire la plus proche. Je ne connais pas beaucoup d'enfants qui, à 6 ans, marchent tous les matins 5 km pour aller à l'école, 5 km pour en revenir, qui vont aimer l'école pendant longtemps. C'est clair. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enfants vivant éloignés à une telle distance d'une école primaire. Je vais plus loin. Il y avait des écoles paillotes, sous des paillotes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'écoles sous des paillotes. Et tous les chefs-lieux de sous-préfecture ont un collège. Les gros villages ont commencé à avoir des collèges de proximité. Grâce au gouvernement de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, et c'est les parents qui le disent, quand vous visitiez avant une sous-préfecture dans le Ouagadougou, on vous disait, chez nous ici, il y a 15 villages, il y a seulement 2 qui ont le courant. Là, chez nous, il y a 10 villages, un seul qui a le courant. Aujourd'hui, on dit les villages qui n'ont pas encore le courant, selon les propres termes. Chez nous, vraiment, tout le monde a le courant, il reste seulement ce village-là. Et ils ajoutent, les poteaux sont déjà là, on attend. Ils soient raccordés. Très bien. C'est ce qu'on a apporté, et je pense que les populations en sont conscientes. Et vous savez, quand on est candidat dans le Ouagadougou et qu'on est candidat du RHDP, ça fait déjà, je crois, 50% de... Hein? 50% de gagner. C'est Ahmed, père son âme, c'est Ahmed qui me disait ça. En 2013, quand j'ai été candidat, il m'a dit, bon, comme c'est ton premier mandat... Et Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, pardon. Bon, on va tout faire, le parti va t'aider, le premier mandat, mais pour le second, c'est ton bilan qui va te faire élire. Et mon bilan m'a fait élire. En 2018, j'avais des candidats en face de moi, je les ai battus. En 2023, j'avais un candidat en face de moi, je l'ai battu. Et pour les prochaines élections régionales, vous serez encore candidat? Si mon parti me fait confiance et les populations me font confiance, naturellement. Très bien. Daouda? Je pense que lors de l'adresse du président, lorsqu'il annonçait qu'il sera candidat, j'espérais qu'il ne serait pas candidat. Ça, c'est mon opinion personnelle. Oui. Moi, j'espérais le contraire. Donc. Voilà, on a opposé sur le sujet. Question. Dans sa déclaration, il a parlé de transfert générationnel. Oui. C'est bien ça. Monsieur Fofana, quand vous vous rasez le matin, vous voyez dans la demi-douzaine? Non. Ou bien dans la douzaine? Non.
Pas du tout. Pas du tout, parce que je ne suis plus jeune, moi. Je suis plus jeune. Mais Ouattara, il a 83 ans. Il est encore quand même là. Hein. Oui, c'est pas... La jeunesse chez vous, je pense que c'est pas 35 ans. Allez-y, monsieur le ministre. Je vais vous répondre. Quand il dit qu'il va faire un transfert générationnel, il ne dit pas que ça n'a pas commencé. Ça a déjà commencé. Vous savez, la charge de président de la République, moi je suis président d'une région modeste. Et je sais ce que c'est la charge. Donc je peux imaginer ce que c'est la charge de gérer tout un pays. Donc ce travail-là, il s'apprend pendant la durée. Nous avons aujourd'hui, bon, je ne dis pas que je suis forcément vieux, mais il y a plus jeunes que moi aujourd'hui, et ils sont nombreux. Le président, parce qu'il est exigeant, il dit une demi-douzaine. Des gens moins exigeants diraient qu'il y a des centaines. Des gens déjà prêts pour le faire. Vous regardez tous ceux qui sont autour de lui. Vous prenez le directoire du RHDP aujourd'hui. Les gens, ça fait des années qu'ils se préparent. Comment vous vous écartez de cette shortlist avec l'expérience que vous avez? Oui. Vous vous trouvez assez... pas très jeune, c'est ça? Vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit, est-ce que quand le président dit qu'il a une demi-douzaine... Est-ce que vous comptez là-dedans? Est-ce que je me compte là-dedans? J'ai dit non. Pas parce que je pense que j'en suis incapable. Parce que ce n'est pas mon ambition aujourd'hui. Pas mon ambition aujourd'hui. J'estime que ce que je fais, je vais le faire déjà très bien. Je vais le faire bien. Je suis ministre en charge de l'eau, de l'assainissement et de la salubrité. Les défis qui sont devant moi sont importants. Récemment, j'ai fait un exercice pour dire, bon, j'essaie moi de voir, en fonction des ressources que je peux avoir, en combien de temps chaque Ivoirien pourra avoir un accès universel à l'eau, à l'assainissement et à la salubrité. Quand je regarde les chiffres, il faut aller au-delà, peut-être au-delà même de 2040. Ça demande des milliers de milliards. Donc, cela déjà, j'ai de la pentière à ce que j'ai à faire. Maintenant, j'estime aussi que dans un parti organisé, le RHDP, un parti d'expérience, nous avons beaucoup d'hommes d'expérience. Le président a mis la barre très haut. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit qu'il y a une demi-douzaine, parce que de l'avis de nous tous, hein, si on regarde, on se dit qu'on a des centaines à être capables de diriger la Côte d'Ivoire. Mais il a mis la barre tellement haut que ça va se compter. Si on parle de demi-douzaine, de tête comme ça, faites-moi un top 3. C'est quoi votre top 3 Alors, de la demi-douzaine? Non, je ne vais pas faire le top 3. Quand je regarde le tour du président, moi je suis vraiment rassuré, vous voyez. Je disais à un de mes amis français, je dis la Côte d'Ivoire a de la chance. Voilà un pays qui est géré par deux anciens gouverneurs de banque. Le président et le vice-président. Le président et son vice-président, oui. Son économie est gérée par un ancien fonctionnaire, vraiment tous des gens qualifiés. Des gens comme... autour du président, tous ceux qui sont là, en termes d'expérience, en termes de capacité, je dis, il y a des dizaines qui peuvent. Vous n'osez pas dire de non? Très bien, non, je ne dis pas de non parce que ça ne sert pas à grand-chose. Élysée? Ok. C'est vrai que très souvent on entend les responsables du RHDP dire on a un bilan qui parle pour nous. Je pense que nous, on n'ira pas contester. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a du travail qui a été fait. Oui. Mais quand on sort de ce bilan, qu'est-ce que le RHDP peut proposer d'autre au pays de sorte à vouloir encore remplir en dehors de son bilan? Parce que bon, le bilan, on suppose que 15 années, on vous a donné suffisamment de temps quand même pour diriger ce pays. Oui. Maintenant, vous voulez encore apprendre. On veut savoir ce que vous êtes capable de faire encore ou bien ce que vous prévoyez faire de plus. Le président a répondu à cette question lors de son adresse. En disant quoi? Il a dit que la Côte d'Ivoire fait face à des enjeux, des défis majeurs de sécurité dans la sous-région, des enjeux majeurs économiques, financiers. Nous sommes dans une zone aujourd'hui où on doit aller vers une nouvelle monnaie. Ça ne se fait pas comme ça. Il demande de l'expérience. Donc, en dehors de ce que nous avons fait, ces défis majeurs-là peuvent justifier, sinon, parce que ce qu'il faut sauvegarder, c'est les acquis. Si on les met de n'importe quelle main, ces acquis, on peut les perdre demain. Monsieur le ministre, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez la parole? Non, Élysée, on reste avec vous. Non, en fait, c'était dans la même veine, c'est la même question justement. Mais oui, Oui, mais vous n'avez pas la parole. Demandez la parole, on vous la donne. Est-ce que vous avez terminé? Non, je vais relancer. Allez-y, je vous en prie. Ok, d'accord. Monsieur le ministre, c'est vrai, vous aviez dit il y a des défis sécuritaires, il y a un peu de tout.
Le président, dans ses propos, a dit que c'est vrai qu'on peut prendre un engagement, Oui. mais je dis je paraphrase, hein, les réalités du moment peuvent faire qu'on peut revenir sur ces engagements. C'est ce qu'il a dit. Oui. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas un peu une fuite en avant? J'explique pourquoi. Parce que j'estime que le président, dans son entendement, surtout qu'en 2020, il avait trouvé quelqu'un qui devrait le remplacer. Absolument. Il sait pertinemment qu'un moment viendra, il doit laisser la main. Oui. Et surtout qu'il a pris un engagement qu'il allait partir. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant en réalité? Juste savoir. Je ne vois pas en quoi ça peut être une fuite en avant. Il a répondu déjà à cette question. Vous savez, quelqu'un a dit que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Du moment, oui. OK? En 2020... Quitte à remettre en cause la parole donnée. Quand il a dit en 2020, il a dit qu'il était de bonne foi. Tellement de bonne foi qu'il s'est adressé au Parlement de Côte d'Ivoire. OK? Cette fois-ci, il y a en dehors de tout cela, il y a le fait que le RHDP, dans son entièreté, lui a demandé si on pouvait lui intimer un ordre. Nous, dans l'Ouagadougou, on lui a dit qu'on lui refusait, pour l'instant, la retraite. Le repos. Oui. Le repos. Voilà. Très bien. Et Daouda, on termine avec vous pour que... Monsieur le ministre, je vais vous poser une question qui fâche. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé d'expérience. On a besoin d'expérience. Oui. Moi, je n'étais pas d'accord avec le fait que le président se représente. Pourquoi? J'ai mes raisons. Je ne vais pas venir dessus aujourd'hui. Mais posons-nous simplement une question. Au-delà de tout, le président Ouattara est un être humain. Oui. Donc, c'est un croyant. C'est un croyant. Oui. Supposons un temps soit peu que le pire arrive. Oui. Il n'y a personne après lui. C'est-à-dire, il y a des gens capables de le faire. Donc, il pourrait leur donner cette place. D'abord, nous avons un régime, aujourd'hui, notre constitution prévoit qu'il y a un président et un vice-président. Dans le cas où cette situation que vous évoquez arriverait, Dieu nous en garde, la constitution prévoit ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Indépendamment de cela, nous sommes des croyants. En Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a une haute majorité de croyants. Ça sera votre dernière prise de parole. Oui. Il l'a dit. Si il est candidat pour être... Il est candidat pour une... Il a même dit, je crois qu'il a dit, si je ne m'abuse, que c'était son dernier mandat pour transmettre. À une génération. Quel est le problème? Alors, l'hypothèse que vous évoquez peut arriver aussi à un jeune candidat. N'est-ce pas? Oui, c'est possible. On met quelqu'un de 40 ans, et puis bon...